que le préfet a géré, vous ne voyez pas l'impact de ça. Mais ce que vous apprenez tout de suite, c'est que le préfet considère sa part d'immeuble dans son coin d'origine ou bien à Douala ou à Yaoundé. Il y a un problème. On ne peut pas se cacher. C'est ce qu'on appelle la politique l'Autriche. L'Autriche, il met la tête dans le sable. L'Autriche, quand il sent les problèmes, il met la tête dans le sable. La politique de l'Autriche, il y a un problème. Et donc, pour régler ça, pour régler les contentieux historiques, la sécurité des peuples, etc., il faut un accord politique. Parce que c'est un accord politique. Si vous voulez, ce qu'on peut reconnaître à Ahidjo, c'est d'avoir échoué au terme de l'accord politique. C'est normal. Il était la main que la France tenait pour faire un certain nombre de sales besognes. Mais en revanche, le même Ahidjo, on peut le reconnaître le fait d'avoir réussi au niveau de l'accord, si je puis dire, d'avoir réussi au niveau d'un accord, si je puis dire, d'un accord au niveau du développement de l'économie. Ça veut dire que Ahidjo, il a compris que s'il était lié, parce que les Français lui ont dit, tu fais un accord nord-sud, donc il était obligé de prendre les Paul Biya comme Premier ministre, il était obligé de repartir les postes, qui n'est pas vraiment un accord, je dis bien, hein, parce que c'est un accord qui repartit les postes. C'est-à-dire que quand on voyait sous Ahidjo, le ministre des Finances était un type du Sud, le Premier ministre était un type du Sud, c'est les Français qui disaient, tu fais ça. Mais Ahidjo derrière, lui, il avait bien compris que pour développer l'économie du Cameroun, puisqu'étant président de la République, il avait les statistiques sur la population du Cameroun, il savait qu'il y avait 5 millions de personnes. Même si on avait tué 1 million de population de l'Ouest, il en restait 2 millions. Il connaissait la population du Nord et il savait qu'en s'appuyant sur les deux populations, là, ça faisait déjà 3 millions 500 000 personnes. Il pouvait commencer à travailler. Donc, qu'est-ce qu'a fait Ahidjo? Ahidjo a fait un accord économique. Et je vais en parler dans le deuxième direct que je vais faire après celui-ci. Il a fait un accord économique. L'accord économique a consisté à quoi? À faire travailler, à mettre en avant et à pousser les gens qui avaient envie de réaliser des projets. L'accord économique avait consisté à des pactes de non-agression dans les affaires. L'accord économique avait consisté à la résolution pacifique des conflits qu'on pouvait trouver dans les affaires, etc., etc., etc. Et c'est ça qui a fait qu'en 12 ans, le Cameroun était déjà devenu un pays à revenu intermédiaire, avec une base industrielle et une base agricole. On était devant des pays comme la Corée. Si on avait maintenu la cadence, ce serait un pays qui avait aujourd'hui peut-être 200, 300 banques et établissements financiers de financement à l'économie. On aurait peut-être, je ne sais pas moi, 400 compagnies d'assurance. On aurait des tonnes d'entreprises, d'industries. Il n'y a pas d'accord. Un accord peut aller plus loin. Il peut envisager la carte administrative que nous avons au Cameroun, c'est une fausse carte administrative. Dans le découpage des arrondissements, dans le découpage des départements et même des régions. Il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées. La constitution que nous avons dans notre pays, ce n'est pas une bonne constitution. Mais la constitution, c'est l'affaire de tout le monde. Ça, tout le monde doit s'asseoir pour rédiger une constitution. On ne peut pas dire que le septentrion, les grands silences, ça sert pour rédiger une constitution. Ça, ce n'est pas possible. Ni les lois qui régissent le fonctionnement de l'administration. Mais au moins, c'est un accord où les gens doivent se dire, nous garantissons la sécurité des populations. Nous garantissons l'allocation des ressources. Nous garantissons la possibilité pour les élus d'exercer effectivement leur mandat. Nous garantissons la représentativité des nôtres dans l'administration. Franchement, nous ne sommes pas les damnés de la terre. Regardez vous-même. Je dis encore, nous sommes nés, nous avons vu des tantes avec des bacs à l'époque, dans les années 80, mais passer leur vie à faire de cafétéria en bordure de route. Parce qu'on leur a refusé la porte de l'administration. On leur a refusé les portes des sociétés d'État. Et c'est l'administration coloniale qui a mis ça. Elle a mis en place des gens comme les Paul Biya, les Ferdinand Oyono, etc., pour mettre ça en place. C'est pour ça que vous voyez, ils ont toujours une appréhension, parce que moi, je ne nourris pas un sentiment de haine contre mes compatriotes qui sont de l'ethnie Boulou, qui sont de l'ethnie Mangissa, qui sont de l'ethnie Ewondo, qui sont de l'ethnie... Non! Mais ce sont toujours ces élites. La raison pour laquelle ils ont ça en tête, c'est parce qu'ils savent le mal qu'ils ont fait aux autres. Et ils savent qu'ils sont là où ils sont parce qu'ils ont fait du mal aux autres. Ils ont fait beaucoup de mal aux autres. Quand vous ouvrez les archives françaises, vous voyez ça.
Quand je me regarde, je vois un type comme Semengue. Est-ce que Semengue, quand Semengue se regarde dans une glace, qu'est-ce qu'il voit, mon Dieu? Si j'étais lui, je verrais un monstre avec des cornes et tout, et tout, et tout. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il dit, on était préparés, hein? On savait ce qu'on avait à faire. On savait. On a coupé les têtes. Des têtes de tes compatriotes. Après, c'était les maquisards. Un jour, on va ouvrir les livres, vous allez voir. Comment on a jeté le napalm, les avions. Il y avait même des villages où il n'y avait même jamais eu un coup de feu en l'air. Mais on est parti jeter les napalm là-bas. On a tué les innocents. Et on coupait les têtes pour pouvoir, les gens qui étaient brûlés avec le napalm là, pour ne pas, et on inhumait leur corps pour ne pas que, voilà. Mais les photos ici. Qui a fait ce sale travail là? La conséquence de ça, ça a été une sous-représentativité. C'est que l'administration coloniale française a récompensé certains en leur donnant des postes dans l'administration du travail, parce que l'administration est l'un des premiers pourvoyeurs d'emploi dans tous les pays du monde. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont été exclus de l'administration. Ils ne peuvent pas travailler. Ou bien quand ils travaillent, c'est ce qu'on appelle les résidus d'emploi. Ça veut dire que ce qui n'intéresse pas grand monde. Bon, vous voulez être maître, bon, vous les Bamileke là, vous voulez venir être maître ici là. Vous les nordistes, venez être maître, instituteur. Mais si tu dis déjà que tu veux devenir directeur, inspecteur des impôts, inspecteur des douanes, inspecteur des régies financières, en quelque sorte, on dit, oh, monsieur, ça s'arrête là. Allez faire votre commerce. Ce n'est qu'un accord, ce n'est pas un parti politique, mais c'est un accord politique. Et l'accord politique n'est pas obligé d'être noué par des partis politiques, mais c'est noué par des personnalités et ça engage les peuples. Vous voulez être élu, oui. Voilà comment ça se passe. Enfin, je termine par là, un accord politique garantit l'alternance. Au Nigeria, je reviens encore là-dessus, l'accord politique entre les élites Yoruba de l'Ouest et les élites Hausa Fulani du Nord, c'est cet accord qui garantit l'alternance. Pour qu'il y ait alternance au Nigeria, il n'y a plus besoin de coup d'État. Parce que quand vous regardez de Shehu Shagari jusqu'à machin, jusqu'à Abacha, l'alternance, c'est toujours le coup d'État. Tu fais le coup d'État, le temps que tu es là, un autre fait le coup d'État, après on fait le coup d'État, après on fait le coup d'État. Ça a changé aujourd'hui au Nigeria, ce n'est plus le cas. Un accord politique, une alliance politique garantit l'alternance au Nigeria. Vous voyez tous comment ça se passe. Comme j'ai dit, vous avez Obasanjo, quand vous lisez le livre de Steve Young, il consacre 4 chapitres où il explique ça minutieusement. Vous avez aussi ici à Northwestern University une amie nigérienne, Yoruba, qui a fait un excellent travail de recherche de 193 pages en une dizaine de chapitres sur le sujet. Mais quand vous lisez, vous comprenez parfaitement. Je ne pourrais pas faire un direct de 10 heures pour expliquer ça. Mais on reviendra certainement. Et comme j'ai dit, peut-être pas ce samedi-là, parce que j'ai beaucoup de directs, mais on va faire un direct avec Jean-Pierre Dupont pour expliquer encore ça. La journée d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de directs à faire. Vous voyez bien l'accord politique au Nigeria, comment ça s'est passé. Vous voyez très bien comment ça s'est passé. Au Nigeria, une fois que Abacha est parti, les Américains étaient venus voir les élites nigériennes, ont dit voilà, si vous ne voulez pas qu'il y ait encore la violence, etc. Ils ont posé les bases à la construction d'un accord. Il faut arrêter un élu président du Nord ne peut pas utiliser l'armée pour aller violenter les gens à Lagos ou bien dans l'est du Nigeria, Calabar, etc., etc. Donc, ils ont fait l'accord. L'accord a prévu le fédéralisme, le renforcement du fédéralisme. Donc, les gouverneurs, les pouvoirs qu'on a donnés aux gouverneurs d'agir, de travailler, l'allocation, meilleure allocation des ressources au Nigeria. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui l'Est, donc il y a la frontière du Cameroun là, les Ngombe, etc., se développe. Parce qu'on leur donne plus de moyens chez les gouverneurs là-bas pour construire leurs ports, pour construire leurs zones industrielles, pour construire les logements, pour développer, etc., travailler avec les développeurs pour développer. On les a donné les moyens. C'est ça qui a ramené la stabilité au Nigeria. L'accord a garanti une meilleure représentativité au sein du Parlement. Ce n'est plus un Parlement où je suis militaire du Nord. 80% des élus sont du Nord. Je suis militaire de ceci, etc., avec des traficotages, la carte électorale lundi matin, etc., etc.
hein, on ne délivre pas la carte d'identité dans tel endroit, et on délivre dans tel autre. Des choses, bref, il y a des choses que je ne vais pas dire là, parce que c'est un peu trop sale. Et on a une audience aussi américaine qui nous regarde, donc je ne veux pas qu'ils regardent ça et disent, oh là là, c'est ça l'Afrique. Non. On veut quand même rester un peu sur une note positive. Des problèmes, il y en a partout, y compris chez eux, mais les gens règlent leurs problèmes en mettant en place la réflexion et en passant de la réflexion à l'action, en créant des groupes de travail pour travailler, matérialiser la réflexion et puis commencer à l'implémenter dans l'espace public, naturellement en respectant les droits des autres. Je ne connais pas une constitution qui empêche les peuples de réfléchir sur leur représentativité. Une constitution qui dit que les élus locaux ne doivent pas avoir de pouvoir d'action et doivent être mis sous la tutelle des fonctionnaires de l'administration territoriale. Une constitution qui dit que l'armée doit constamment aller violenter. Voilà. Et dans le cadre d'un dialogue national même, les élus peuvent dire, voilà, l'armée ne peut pas violenter les populations. Regardez au Mali, au Burkina, au Niger, là. La raison pour laquelle l'armée prend le pouvoir, c'est parce qu'elle ne voulait pas être utilisée pour aller violenter les pauvres populations civiles, mais plutôt les protéger. Et quand vous voyez ce qu'elles sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de les protéger. Ils sont en train de les protéger. Quand vous regardez au Nigeria, la représentativité. Quand vous regardez au Nigeria, l'alternance. 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 Quand vous regardez au Nigeria, la mutualisation. Vous regardez au Nigeria, vous avez aussi bien des hommes d'affaires dans le nord que des hommes d'affaires prospères dans l'ouest. Et même dans l'est. Parce qu'on fait un certain nombre de choses. Quand on met l'argent, par exemple, de ce qu'on peut appeler chez nous les lignes 94, 67, etc., on dit subsidy, economic subsidy, la subvention d'économie. Quand on met cet argent à terre, on le repartit de manière équitable pour qu'il n'y ait pas qu'un seul groupe qui l'ait, que les autres aussi l'aient. Quand on crée les opportunités partout. Et maintenant, il appartient à l'État, à l'administration de combattre la discrimination, par exemple, que les gens soient marginalisés dans la création d'emplois. Il faut un accord chez nous. Nous devons construire un meilleur demain pour nos populations. Faute pour nous de construire un meilleur demain. La France n'est plus une puissance. Ce n'est même plus une superpuissance, ce n'est même plus une puissance. C'est fini ça. Mais je ne veux pas faire un direct à charge contre elle. Ceux qui ont des comptes encore sur la France, mais ils rêvent. Et les nouvelles puissances qui arrivent, n'entendent surtout pas maintenir le système français. Donc, ça va disparaître. Si ça va disparaître, il faut qu'on remplace ça par quelque chose qui soit inclusif. Les gens qui sont majoritaires, en termes de population, 85%, doivent s'entendre. Pourquoi on ne reproduise plus les erreurs du passé? On dit non, quand il y aura un président nordiste ici, là, vous ne pourrez plus parler parce que vous parlez, l'armée va, le Sénat va. Mais ce sera la guerre civile. Dans un monde ouvert, ce sera la guerre civile. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais vous avez vu ça en Ozo. Obi a cru à descendre à l'aéroport. On est les plus forts. Vous allez voir. Il a envoyé l'armée là-bas. Vous avez vu, l'armée a perdu tous ses dents là-bas. L'armée a perdu tous ses dents là-bas. L'armée a perdu tous ses dents là-bas. Donc, il faut que ça change dans notre pays. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait les choses qui s'améliorent. Et pour que cela s'améliore, nous devons passer par d'autres choses. Nous devons passer par beaucoup de réformes dans notre pays, des accords politiques, des accords entre les peuples, que nous ayons le courage. Et comme je dis encore, un accord politique ne peut surtout pas être un accord de partage des postes. Ce n'est pas ça. Si c'est un accord qui n'impacte pas les peuples, ça ne marchera pas. Le siècle qui arrive, le siècle là, avant qu'il s'achève là, mais vous aurez vu beaucoup de changements sur la Terre. Vous avez vu beaucoup de changements. Je vous jure. Quand on vous dit qu'on va vers la fin du siècle à 11 milliards d'habitants sur la Terre, dont 4 milliards et demi seront des peuples noirs d'origine africaine, ça veut dire que les peuples noirs d'origine africaine feront 45% de la population. Ce qui mise encore sur la France là, mais ils rêvent. Quand vous voyez, c'est comme a dit Alain Foucault, les gens comme les barbeaux qui avaient accès à beaucoup d'informations en 2010, c'est pour ça qu'ils disaient c'est maïs. C'est fini. La France ne peut pas rester une puissance si elle compte seulement son marché domestique
de 60 millions de Français. C'est pour ça que le Front National, vous avez vu, ils ont fait une campagne pour les Européennes et quand on leur dit vous êtes à la porte du pouvoir, ils ont déjà balayé 70% de ce qu'ils ont dit il y a un mois. Ils ont déjà mis ça derrière. Parce que ce n'est pas réalisable. Vous allez chasser les immigrés, ok, les immigrés vont fermer leur porte à tout ce qui vient de la France. Vont prendre des représailles sur les intérêts français. Ce que je ne peux pas acheter à Paris, je peux l'acheter à Istanbul, je peux l'acheter en Chine, je peux l'acheter en Inde, je peux l'acheter au Brésil, je peux l'acheter en Corée du Sud. Qui paie? Si demain les gouvernements africains se lèvent et disent nous supprimons Canal Plus ici, combien d'emplois vont être supprimés en France? Le coût de bourse va chuter, les actionnaires seront ruinés, les banques ne pourront pas recevoir les prêts qu'elles ont donnés. En moins de 7 jours, le Rassemblement national a abandonné 70% de son programme. C'est parce que ce n'est pas faisable et ils le savent que ce n'est pas faisable. Le monde a changé. Et pour s'adapter au monde tel qu'il est en train de venir là, il va falloir que nous nous asseyons dans notre pays, nos élites, pas forcément les élites politiques, je dis bien. D'ailleurs, je ne trosse même pas les élites politiques. Ça peut être des universitaires. Le problème dans tout ça, c'est l'opportunisme. La politique, vous savez, moi, je me suis approché un peu d'un acteur politique et je peux vous jurer que je n'y remettrai plus jamais mes mains parce que c'est... Dans le contexte camerounais, c'est très dur. Les gens ont faim, si vous voulez. Les gens ont faim. Et donc, quand ils ont faim, ils sont prêts à tout. Voilà. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de travail. Non, 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 non. C'est chacun qui a faim. Voilà. Le gosier fait mal et chacun est prêt à tout dire, tout faire, tout raconter parce qu'il veut se mettre dans un endroit et pourra manger un peu. Donc, on ne peut pas compter sur cette génération-là. Je pense qu'il faut une nouvelle génération. Alors, on nous a souvent dit, oh non, la nouvelle génération ne peut pas. Ben, regardez au Burkina, regardez au Mali, au Sénégal. Là-bas aussi, on disait ça. À un moment, d'autres sortiront des gens qui vont venir avec un nouveau mindset et on peut s'appuyer sur ce mindset-là pour reconstruire. Voilà. Il n'y a pas de questions. Mon direct s'arrête ici. D'ici, vous me donnez quoi, 15 minutes, il y aura un autre direct. On va poursuivre la réflexion sur la constitution d'une alliance économique, cette fois-ci, entre les Grasslands et le Septentrion. La raison est qu'il y a de grosses mutations sur le continent africain, de grosses mutations qui sont en train d'arriver. Et ces grosses mutations vont forcément impacter la manière dont l'économie s'est faite en ce moment dans notre pays. Et il faudra en tenir compte. Et je souhaite en parler. Déjà, rappeler le contexte historique dans lequel se faisait l'accord économique entre les populations des Grasslands et les populations du Septentrion. Ça, c'était sous Amadou Ahidjo. Rappeler comment ça s'est pratiqué sous Amadou Ahidjo. Mais rappeler également pourquoi cet accord doit être mis à jour et remis en place aujourd'hui. Parce que le monde a totalement changé. Ce n'est plus comme ça. Vous avez une économie qui va se construire sur ce qu'on appelle la bande sahélo-sahélienne. Ça, c'est la volonté des Américains, des Chinois et des Russes. Et la France n'y peut rien du tout. Il y a Mahatma Déby lui-même qui a pris le pouvoir pour remplacer son père. Il a compris que s'il commence à vouloir jouer l'opposant à cette bande sahélo-sahélienne, il sera écrasé tout de suite. Donc lui m'a dit, bon, je prends quand même le pouvoir, mais je tends la main pour être, voilà, il a fait il courbe le dos, et là, dans cet accord-là, qui va passer de la bande sahélo-sahélienne, donc vous partez de l'Éthiopie pour arriver jusqu'au Sénégal, Mauritanie, etc. Donc, de l'Éthiopie, Érythrée, tout ça. Donc, vous voyez bien, donc ça veut dire qu'un jour, peut-être, il y aura une autoroute qui partira de Asmara pour rejoindre Dakar ou bien Conakry. Et dans toutes ces bandes sahélo-sahéliennes-là, il y aura beaucoup d'activités. C'était des routes de commerce qui existaient déjà au temps des Manso Moussa, mais on a falsifié tout ça dans l'histoire. Ça, c'est des choses que nous avons appris ici aux États-Unis. Et si on fait des directs comme ça, ce n'est pas pour engager une polémique, mais c'est pour essayer de partager avec vous, en espérant qu'un jour, notre pays sera plus ouvert. Il y aura des écoles où on va apprendre la réalité aux gens et non pas tous les mensonges que les mesmers ont écrit dans les années 50 là, pour faire brainwash la population et les maintenir dans un bloc de glace. Voilà.
Mon direct s'arrête là, 0 question, ok, on continue. Je sais que les gens ont peur parce qu'ils se disent, voilà, je vais écrire, mais n'ayez peur de rien, voilà, n'ayez peur de rien. La peur, c'est... N'ayez peur de rien du tout, voilà. N'ayez peur de rien. Si vous avez peur, voilà les gens, il y a les gens qui disent, oh non, vraiment, je veux voir mes enfants grandir, mais vous allez manger les caca. Vous allez manger les caca, ce n'est que le début. La carte d'identité, quand moi j'étais petit, c'était gratuit. J'étais petit, la carte d'identité était gratuite. Il n'y avait même pas de timbre sur la carte d'identité. Les Camerounais vont maintenant payer 17 000 pour avoir une carte d'identité. Ce n'est pas fini. Un jour, vous aurez le passeport à 500 000, la carte d'identité à 100 000. Vous allez toujours attendre de voir vos enfants grandir. Bon, ça va, continuez. Continuons. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 minutes. Et on va faire le deuxième direct. Et après ce direct-là, je vous donnerai rendez-vous après le match de la France. On va poursuivre avec les directs. On va encore faire 2 ou 3 dans la soirée. Donc, et ça va se poursuivre encore demain samedi et même encore dimanche. Voilà. Bien des choses à vous et à tout à l'heure. Merci bien.